faire la cybersécurité. Je vous rappelle juste que ce webinaire est enregistré, sera diffusé sur notre chaîne YouTube dans les heures qui viennent. La présentation débute à 9 heures, donc il est 9 heures passé de quelques secondes. Votre microphone est automatiquement désactivé, votre caméra a été aussi automatiquement désactivée. Vous pouvez poser vos questions par le chat. J'ai une collaboratrice, Sandra, qui est là pour vous répondre éventuellement. Et on se laissera un temps à la fin pour les questions où on déverrouillera vos micros. Au sommaire aujourd'hui sur le séminaire web sécurité, séminaire cybersécurité, quelques définitions, puis quelques statistiques. On va parler de points cardinaux et de triangle de la sécurité. On va parler de CVE, qu'est-ce qu'une CVE? On va parler de faille 0D pour ensuite enchaîner sur les principales types de fraude. On reviendra sur une attaque de type cryptovirus, comment ça se passe en vrai. Quelques outils pour réduire le risque, parce que c'est quand même ça qui est important. Et on va parler à la fin de RGPD, de la CNIL, de l'ANSSI et quelques labels. Voilà. Alors, la définition de la cybersécurité. Qu'est-ce que c'est que la cybersécurité? Il y a plusieurs définitions qu'on va trouver sur différents supports, mais il y a une définition qu'on retrouve souvent. C'est l'ensemble des moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains nécessaires à la mise en place de moyens visant à empêcher l'utilisation non autorisée, le mauvais usage, la modification ou le détournement du système d'information. On parle bien de moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains. Il y a beaucoup de choses autour de la cybersécurité. Il va y avoir aussi quelque chose un petit peu après une saison sur les assurances de cybersécurité présentée par la Flandre Assurance. Et effectivement, ça fait partie aussi de moyens de mettre en place la cybersécurité. Quelques statistiques, alors on en trouve beaucoup, des statistiques sur Internet sur la cybersécurité. Là, je suis parti sur le site de Microsoft qui a une vision small business quand même, sur la vision small business cybersécurité. Aujourd'hui, 74% des propriétaires de petites et moyennes entreprises estiment qu'ils ne courent aucun risque d'être attaqués. Vous allez voir, c'est entièrement faux. Tout le monde risque d'être attaqué et tout le monde est attaqué de toute façon. Bien. Mais on ne sait pas forcément, on s'en rend pas forcément compte, mais toujours est-il qu'il y a un véritable risque autour de ça et il faut en tenir compte. 43% des cyberattaques visent les petites et moyennes entreprises. Oui. Alors vous allez me dire c'est moins 50%, c'est pas beaucoup, ça dépend de ce qu'on appelle une PME, c'est toujours pareil. Mais toujours est-il que les cyberattaques visent les petites et moyennes entreprises aussi. On va voir pourquoi. Seuls 3% des petites et moyennes entreprises utilisent les technologies qui les protègent contre les menaces les plus avancées. C'est vrai, et il y a des outils, on va les voir ensuite. Beaucoup d'entreprises ne se rendent pas compte, ne mettent pas en place ces outils. Pourquoi ce sont des outils très, très simples, qui ont un coût bien évidemment, mais un coût relativement faible par rapport au risque encouru. Le bénéfice risque est vraiment très, très important sur des outils qui sont quand même assez simples. Et plus de 10% des entreprises ne se rendent même pas compte qu'elles ont été attaquées et ne se rendent pas compte qu'il y a eu des fuites de données. Donc ça, c'est important d'en tenir compte. Il faut quand même se rendre compte, personne ne va voir si on a été attaqué à un moment ou à un autre. Or, pourtant, on va pouvoir quelquefois retrouver des données qui nous concernent, ou qui concernent nos clients ou nos salariés sur le dark web. Donc, on va pas voir forcément, mais effectivement, on retrouve quand même beaucoup de choses sur le dark web, et dont des mots de passe, des cartes d'identité, des cartes bleues, des choses comme ça. Effectivement, il faut y prendre compte. Les points cardinaux de la cybersécurité, qu'est-ce qu'on va chercher à protéger? On va chercher à protéger l'intégrité de notre information. Si l'information n'est plus intègre, eh ben, ça va poser un problème. On va aussi chercher à protéger la disponibilité. Vous avez sûrement entendu parler des attaques par déni de service. Des attaques par déni de service, on vient couper la branche disponibilité
de notre information, de nos systèmes d'information, et bah, ça va poser problème parce qu'on ne peut plus travailler. Hein. Si nos systèmes d'information n'est plus disponible, c'est évidemment embêtant. On va chercher à protéger la confidentialité de notre système d'information et de nos données. C'est le plus important. Les données, il ne faut pas qu'elles sortent de l'entreprise, ou au moins qu'elles sortent de l'entreprise, il faut qu'elles sortent d'une manière contrôlée et contrôlable. Et voilà, donc on va avoir trois points cardinaux principaux, on va y revenir un peu plus tard. Et voilà, c'est ce qu'on va chercher à protéger. Il y a d'autres points cardinaux qu'on va retrouver, mais que je ne vais pas citer ici. La non-répudiation, qui a pour objectif de s'assurer que l'émetteur d'une information ne peut pas nier qui est bien à l'origine de celle-ci. Voilà, et il y a aussi la traçabilité de l'information. Si j'envoie une information, je veux qu'elle soit traçable, c'est très bien qu'elle soit traçable. Triangle de la sécurité, dernière définition, puis après on passe au vif du sujet. Le triangle de la sécurité, il y a sur une application, sur un système d'information, on va trouver trois points à notre triangle: les fonctionnalités, l'ergonomie et la sécurité. D'accord. Une application, on dit qu'elle est fonctionnelle ou non fonctionnelle, on dit qu'elle est ergonomique ou non ergonomique, et on dit qu'elle est sécurisée ou non sécurisée. Et puis, on va se rendre compte que il va falloir placer un point au milieu de tout ça et chercher à trouver le bon équilibre. D'accord. Le bon équilibre, c'est l'équilibre, c'est le point, il est au milieu là. D'accord. Mon triangle est équilibré, mon système d'information ou mon application est aussi sécurisé que fonctionnel qu'ergonomique. Et on se rend compte que plus on va aller vers la sécurité, plus on va chercher à sécuriser l'information, mes données, mon système d'information, moins celui-ci va être ergonomique et moins celui-ci va être fonctionnel. Donc, l'exemple le plus simple que je vais à vous donner, effectivement, si vous coupez votre système d'information d'Internet, vous enlevez quand même une grande partie des risques que il est coupé du monde. Par contre, effectivement, il va être un peu moins ergonomique et un peu moins fonctionnel, puisque on va pas pouvoir se connecter à distance, par exemple, ou on va pas pouvoir lire ses mails si on est à distance. Voilà. Donc, c'est tout système d'information, toute application, il faut trouver un bon équilibre entre ces trois pointes de mon triangle pour pouvoir avoir quelque chose qui réponde aux besoins de l'entreprise. Je vais parler d'attaque 0D, de CVE. Qu'est-ce que c'est qu'une CVE? Une CVE, c'est une vulnérabilité ça s'appelle le Common Vulnerability and Exposure. C'est quelque chose, un système, une base de données qui permet de recenser toutes les failles et les menaces liées à la sécurité des systèmes d'information. D'accord. Donc, quand une faille est découverte, elle est référencée dans une base de données qui est une base de données américaine, mais qui est valable au niveau de la planète, on va dire, de tous les pays. Et effectivement, toutes les applications, une fois qu'une faille est découverte, on va venir des gens vont venir renseigner et tenir une base de données qui s'appelle les CV. Donc, on dit qu'une faille est 0D quand elle n'a pas été encore découverte. Et elle cesse d'être 0D quand elle est découverte et quand elle est référencée. D'accord. Pardon, excusez-moi. Quand les éditeurs référencent une faille, donc une faille, ça peut être découverte par l'éditeur lui-même ou par quelqu'un d'autre, d'accord, qui va chercher, ça va être son outil de chercher des failles et qui va être récompensé pour ça. Et puis, quand la faille est découverte, on va mettre à jour, l'éditeur va mettre à jour pour que la faille ne soit plus exploitable, d'accord. Alors, vous allez me dire, si les failles sont référencées, et c'est vrai, que c'est aussi une source d'inspiration pour les pirates, les méchants, en fait, on va dire, qui vont vouloir nous attaquer. Et effectivement, c'est une source d'inspiration. Parce que une faille qui est référencée, elle est détaillée techniquement, et puis on va pouvoir aller voir comment cette faille peut être exploitée pour pouvoir l'exploiter, d'accord. Donc une faille 0D, on va dire, elle n'est pas connue, et elle est connue par le monde, par un petit nombre de personnes qui vont pouvoir l'exploiter. Puis le jour où elle est découverte, elle va être référencée, documentée et corrigée normalement.
Mais corriger, oui, très bien. Ici, je vous montre un graphique qui est mis à jour d'hier, hein. Donc, c'est la source, c'est cvdetails.com. Vous pouvez aller la consulter. Donc, vous avez le nombre de CVE découvertes chaque année. D'accord? Donc, vous voyez que ça explose d'année en année. Là, on n'est pas encore à la fin de l'année. On atteint bientôt on atteint les 15 174 CVE découvertes à hier. On va dépasser le nombre de CV de l'année dernière, c'est quasiment sûr. D'accord. Et donc, quand une faille est découverte, l'éditeur va essayer de corriger cette faille, va mettre à disposition ce qu'on appelle un patch, et puis bah, c'est à l'utilisateur final de patcher. Alors, vous allez me dire, bah ouais, moi, je ne suis pas informaticien, je ne vais pas voir les CVE, qu'est-ce qu'elles concernent, etc. Heureusement, bon, maintenant, il y a des systèmes de mise à jour du système d'information qui sont quasiment en automatique, mais il y a des CVE qui doivent être appliqués manuellement, enfin des correctifs à des CVE qui doivent être appliqués manuellement. D'accord? Et bah, c'est tout l'objectif des mises à jour Microsoft, des mises à jour du système d'information, de mises à jour de plein de patchs, des Outlook, par exemple, du back-office. Voilà. Donc, faut mettre à jour son système d'information, on va y revenir un peu plus tard, mais il faut aussi quand on nous propose une mise à jour, ben, il faut la faire et il faut que le prestataire informatique mette à jour le système informatique de l'entreprise quand il y a des CVE qui sortent. D'accord. Euh, Sur une CVE, je dirais un petit peu, des CVE vont être notés avec il y a un système de notation qui s'appelle le CVSS, hein, le Common Vulnerability Score System. On va pas rentrer dans les détails sur comment on peut calculer le score un petit peu après, mais en gros, il y a des failles critiques entre 9 et 10, d'accord? C'est entre 0 et 10, la note qui est donnée, et les failles critiques entre 9 et 10, il faut absolument qu'elles soient corrigées, puisque c'est des failles on va voir, qui sont facilement accessibles par beaucoup de monde et qui vont pouvoir être exploitées très, très facilement, d'accord? Euh, Ici, je vous donne les détails d'une CVE qui s'appelle, alors vous voyez, c'est une CVE qui est sortie en 2021, puisque CVE 2021, la 28 480e. Vous allez me dire, il n'y a pas 28 000 CVE, je vous ai fait 25 avant, où il y a des CVE qui découlent d'autres CVE. Donc, en tout cas, il y a un numéro unique qui est donné. Cette CVE, elle a fait beaucoup parler cette année, et c'est pour ça que je voulais y revenir un petit peu. Vous voyez ici sur mon graphique, elle a un score de 9,8 9,8 sur 10. D'accord, elle est très très critique cette faille. Et ça correspond à Microsoft Exchange Server. Alors Microsoft Exchange Server, ceux qui connaissent un petit peu, bah, c'est le système de messagerie de Microsoft qui est installé dans les entreprises, dans beaucoup de PME. Nous, on maintient, Extremité maintient encore beaucoup de systèmes Microsoft Exchange Server qui permettent de faire du partage de calendrier, des choses comme ça. Et cette faille permet toujours d'ailleurs hein, d'exécuter du code à distance et en gros bah, de voler les mails, voire de changer les mots de passe d'accès aux mails, de prendre le contrôle des boîtes mail. Voilà, donc une faille de sécurité très très importante qui est sortie en milieu d'année environ. Et en gros, elle est à 9,8. Pourquoi? Eh bien, parce que si je regarde un peu dans le détail, ici, j'ai parlé tout à l'heure de la complexité d'attaque, du vecteur d'attaque et de l'interaction avec l'utilisateur. Donc, on n'est pas parlé, pardon. Je vous ai parlé plutôt de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité. Donc, vous voyez que cette CVE concernée Microsoft Exchange, elle a un impact haut sur la confidentialité. Bah oui, on peut voler des mails. Elle a un impact haut sur l'intégrité. On peut modifier des mails. Et elle a un impact haut sur la disponibilité. Bah oui, s'ils sortent des mots de passe des boîtes aux lettres des utilisateurs, ils vont plus pouvoir se connecter. Donc, elle a un impact très, très important dans mon spectre. Et puis, elle peut être en fait, à travers le réseau, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un accès physique à mon système d'information. C'est une attaque qui n'a pas une complexité très très importante, c'est-à-dire qu'elle peut être faite, je dirais pas par n'importe qui, mais par d'une manière relativement simple à comprendre. Et il faut aucun privilège, c'est-à-dire que bah, je n'ai besoin d'aucun privilège au départ, je n'ai pas besoin d'avoir un compte utilisateur pour pouvoir l'exploiter, et j'ai aucune interaction avec les utilisateurs, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'introduire
d'introduire quelque chose pour pouvoir que ma faille soit exploitable. Donc, ça va être très, très important. Si vous avez un système de messagerie Microsoft Exchange dans vos locaux qui n'est pas maintenu par extrémité, on a mis à jour tous les systèmes d'information Exchange de nos clients et intéressez-vous-en parce qu'il y a eu beaucoup de vols de mails d'entreprises qui ont été impactées par ça au niveau mondial. Hein. Donc, c'est-à-dire que ça a vraiment fait très, très mal cette attaque. Et chaque serveur de messagerie Exchange est disponible au travers d'Internet, hein, puisque bah, le but d'un serveur de messagerie, c'est de communiquer justement avec recevoir et d'envoyer des messages, et puis de les diffuser à des périphériques mobiles, par exemple, ou des utilisateurs qui sont aux quatre coins du monde. Donc forcément, cette attaque, elle est très très importante. On va parler maintenant on va quitter un peu le domaine du technique, même si on y reste un petit peu, mais il y a des grands types de fraude. Hein. Il existe différents types de fraude financière sur Internet. Les plus simples consistent à voler des petits montants en très grand volume. Ces attaques visent principalement les particuliers. Hein. Vous avez tous reçu dans vos boîtes mail des mails vous demandant d'accepter une livraison, d'accepter un virement, d'accepter la CPAM, d'accepter des mails des impôts, des amendes.gouv.fr, des choses comme ça, des faux sites qui vous redirigent et puis vous dit bah oui, renseignez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe pour aller plus loin. Vous le renseignez, on vous vole vos données et puis voilà, vous êtes pris puisque bah, la première chose que va faire l'attaquant, une fois qu'il y a votre mot de passe, bah, il va changer votre mot de passe et puis il y a accès à vos données. D'accord. Les logiciels d'extorsion très en vogue, malheureusement, ça touche beaucoup les PME, les TPE qui sont un peu moins protégés, ce qu'on appelle les crypto-lockers. Je sais que les fichiers proposent une clé de déchiffrement une clé de déchiffrement, pardon, contre rançon. À payer généralement Bitcoin. Le Bitcoin est une monnaie numérique intraçable. Une fois que vous avez fait votre virement en Bitcoin, ben, vous n'avez aucune chance de le récupérer, d'annuler un virement, vous ne savez pas qui ça a été, comme ça, voilà. Et puis bah, après, il y a des fraudes qui sont un peu moins techniques, on va dire, les fraudes de résidents. Bon, vous en avez sûrement tous entendu parler aussi. On essaye de se faire passer pour un responsable de l'entreprise pour faire un virement. Faut pas croire que c'est des fraudes qui se font enfin, très facilement, mais c'est pas des fraudes techniques, mais beaucoup d'entreprises se font avoir parce que leurs processus ne sont pas très au point. Il n'y a pas une double vérification, par exemple, avant de faire un virement, ce genre de choses. Et des mails bien construits ne demandent que peu de moyens techniques hein, quand même pour ce genre de choses. Alors, les attaquants vont être variables. On va retrouver différents types d'attaquants selon le type de fraude mise en place. Les types d'attaquants, bah, on va trouver des black hats. Les black hats, hein, ce sont des pirates qui ont qu'un but. Hein. Clairement, c'est vous extorquer de l'argent. C'est un métier, voilà. Ils sont du mauvais côté, hein, c'est les méchants, sont les méchants. On va retrouver des gens qu'on appelle, nous, dans le domaine de la cybersécurité, des scriptidies. Les scriptidies, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément de grandes compétences techniques, mais qui ont trouvé des choses sur Internet, peut-être dans le dark web, peut-être voilà, et qui vont peut-être essayer. Et puis si ça marche, bah, c'est bien. Si ça marche pas, bah, tant pis. Mais voilà, ils sont. Alors avant, c'était des scriptidies parce que c'était des jeunes, voilà, qui voulaient s'amuser. Ça devient beaucoup plus sérieux hein, maintenant. C'est-à-dire qu'ils vont il y en a beaucoup, on trouve les choses facilement sur Internet et ils vont les exploiter, les utiliser. Il y a il y a une dernière chose qui sont un groupe d'attaquants qui sont les APT, et ça vous concerne pas hein, les APT, ça concerne pas les PME en tout cas, ce sont des groupes d'attaquants qui sont très très organisés. Ils sont souvent ce sont des États qui vont essayer de voler des données confidentielles. On a vu des choses par exemple pendant les élections présidentielles, on avait sûrement entendu parler. Là, on parle plus de fraude très très ciblée avec des failles 0D, des choses comme ça.
Euh, Comment se passe une attaque cryptovirus ransomware? Vous en avez tous entendu parler. Souvent, c'est un utilisateur de l'entreprise qui exécute un programme malveillant, une pièce jointe d'un mail ou sur une clé USB. C'est beaucoup plus rare. Maintenant, il y a une statistique qui est sortie là, qui dit que plus de 90% des cryptovirus passent par un email. D'accord. Donc, la clé USB perdue sur le parking et qu'on branche sur son PC qui déclenche un virus, c'est pas que c'est fini. Mais voilà, ou l'attaquant qui passe par réseau Wi-Fi, votre réseau Wi-Fi public d'entreprise, par exemple, pourquoi pas. Mais effectivement, souvent, ça passe par un email, une pièce jointe d'un email qui est frauduleux et qui est cliqué. Et là se déroule quelque chose. Tout simplement, ben, ça va communiquer au travers d'Internet, puisque votre machine est reliée à Internet. Ça va s'adresser à un serveur sur Internet qui est un serveur pirate, hein, qui s'appelle le serveur C2, enfin, Command and Control, d'accord, qui, en fait, votre machine va communiquer avec le serveur Command and Control. Le serveur Command and Control va diffuser, va vous envoyer une clé numérique pour chiffrer tous vos données. D'accord? La clé numérique, elle est énorme, enfin, elle fait 256 bits, voilà, donc, en gros, il va pas être possible de, sans cette clé, de pouvoir déchiffrer vos données une fois qu'elles sont chiffrées, c'est le but. Et puis bah voilà, une fois que la clé commence à tirer vos données, et ben vous allez voir votre machine qui va peut-être se mettre un petit peu ramée. Vous n'allez peut-être pas le voir, on va y venir juste après. Mais et puis les données sont parfois exfiltrées. Pourquoi les données sont exfiltrées? Ben, parce que les pirates ont bien compris, enfin les hackers, les, les méchants, on va dire, hein. Un hacker peut être quelqu'un il peut avoir des white hats, hein, c'est-à-dire que des gens qui sont là pour défendre des choses. Donc un hacker est un mot pas forcément péjoratif. Mais les hackers, les black hats, bah, ce qu'ils cherchent aussi, ils ont bien compris que vous aviez sûrement des sauvegardes de vos données, parce que maintenant, enfin, j'espère en tout cas, c'est rentré dans les mœurs. Et donc, bah, les données, ils vont vous couper vos données, mais ça ne va pas vous faire un grand mal. Puisque si vous avez une sauvegarde, bon, vous allez avoir peut-être le temps de restaurer votre sauvegarde, etc., une perte d'exploitation, voilà, réinstaller des machines peut-être. Mais bon, le mal est fait, mais il est circonscrit en fait. Mais par contre, si vos données sont en même temps exfiltrées de l'entreprise, là, c'est plus embêtant. Pourquoi? Bah, parce que bah, vos données, on va vous demander une rançon peut-être pour les déchiffrer, mais on va vous demander une rançon pour pas les diffuser. Vous imaginez, vous avez des données personnelles de vos salariés dans l'entreprise, hein, des RIB, des cartes d'identité, des permis de conduire, les fiches de paye, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs, peut-être des données personnelles de vos clients aussi. Et puis, bah, si vous êtes responsable de ces données, hein, on va revenir sur le RGPD tout à l'heure, vous êtes responsable des données qui sont à l'intérieur de votre entreprise. Si elles sont diffusées sur Internet, c'est vous qui en êtes responsable. D'accord. Donc, on retrouve sur le dark web, hein, des données personnelles d'entreprise, des cartes d'identité, des choses comme ça qui peuvent servir après à générer une autre attaque, hein, par exemple, ou j'ai tous les correspondances mail de quelqu'un, d'un de mes clients, ben, je vais pouvoir peut-être attaquer ce client-là avec ces données-là. Voilà, donc ces données sont vraiment à prendre en compte et on va vous dire, ben ouais, ok, vous pouvez restaurer, pas de problème, mais moi j'ai vos données quand même, d'accord? Donc si vous voulez pas que je diffuse, ben, payez-moi. Il y a un vrai, c'est une société, hein, c'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que c'est une crime organisée, hein. Il y a un service client, il y a tout ce qu'il faut, hein. Voilà, vous allez pouvoir être mis en relation. Le but, c'est que vous payez, hein. Donc, on va vous expliquer pourquoi il faut payer. Et puis, bah, une fois que vos messages sont chiffrés, hein, vous allez bien avoir un message sur votre écran disant que vos données sont chiffrées. Si vous les récupérez, bah, il faut payer. Vous payez en Bitcoin, monnaie en ligne intraçable. Et en général, vous recevez la clé de déchiffrement si vous avez payé moins d'une heure plus tard. C'est vrai. C'est-à-dire que faut dire, bah oui, je vais payer, mais est-ce que je recevrai ma clé? Oui, vous recevrez votre clé. Il y a de grandes chances que oui, pour déchiffrer vos données. Alors, est-ce qu'il faut payer? Ça, c'est une autre question. Si vous n'avez pas de sauvegarde, ça, c'est une autre question et on pourra y venir un peu dans les débats si vous voulez à la fin, si vous avez ce genre de questions. Mais voilà, l'idée, c'est ça, c'est que bah, ils vous font payer une certaine somme qui peut être importante.
Les attaquants apprennent et s'adaptent. Bah oui, avant, souvent, nous on avait, quand il y a eu des clients des cliniques qui ont été impactés par des cryptovirus, qu'on a toujours réussi à restaurer, mais des fois on avait un appel, notre hotline, elle disait, ah, ma machine a un RAM, Internet c'est lent, et ça c'était des signes avant-coureurs, enfin pas avant-coureurs, des signes où il était déjà trop tard, hein, mais les données étaient en train d'être filtrées. Mais on disait tout de suite, bah voilà, débranchez votre code réseau. Enfin voilà, on donnait des conseils de base. Maintenant, bah, l'attaquant regarde l'environnement à travers de son savoir command and control. Et le malware, avant d'être actif, de commencer à filtrer vos données, bah, il va se répliquer sur votre réseau local de machine en machine. D'accord? À travers le réseau 8, à travers le réseau interne. D'accord? Ça se lance le soir, le week-end. Et puis, bah, ça fait le plus petit possible. C'est-à-dire que si ça se lance le soir, eh ben, vous avez forcément vous avez forcément des, vous n'allez pas forcément le voir. D'accord? Si votre machine reste allumée, bah, et le matin, vous arrivez tout le journée. Ça c'est le plus petit possible. Les flux sont filtrés donc ASI par défaut pour les défenses périmétriques, je reviendrai après. Les défenses périmétriques, c'est le firewall. Donc, quand les données sont renvoyées au travers d'Internet pour être exfiltrées de votre entreprise, bah, c'est compliqué à voir. Et puis, bah, avec les liaisons fibres qui se démocratisent, bah, avant, Internet, ça ramait parce que les données étaient en train d'être répliquées. Maintenant, vous voyez même que bah, les flux, enfin, la capacité de bande passante est tellement importante que vous voyez. Alors, des outils techniques pour se défendre, j'en ai parlé un petit peu. Effectivement, il y a le firewall. Le firewall est le mur pare-feu, hein, c'est une défense périmétrique qu'on va mettre, qui va empêcher, enfin qui va surveiller, qui va empêcher les codes de rentrée et surveiller ce qui sort. D'accord. C'est pareil. Les firewalls, ce qu'on appelle les IPS, intrusion détection système, se basent sur les CVE pour essayer de détecter des choses, des comportements anormaux euh, sur les machines. D'accord. Les anti-malware sur flux mail, très très important, hein. C'est-à-dire qu'on va essayer avant que le mail arrive sur votre machine, et que vous ouvrez ou pas d'ailleurs, hein, mais avant que le mail arrive, bah, on va essayer de l'intercepter avec une défense périmétrique et on va essayer de l'isoler, le faire détonner avant éventuellement et de l'isoler dans un environnement cloud pour pas qu'il arrive dans votre entreprise. Et puis, bah, des antivirus, c'est très très important. Maintenant, on parle plus d'antivirus, on parle d'endpoint. Hein, voilà, c'est-à-dire que c'est plus des virus comme avant. Les antivirus sont devenus très très intelligents et vont essayer de détecter des comportements anormaux avec l'intelligence artificielle, avec l'analyse comportementale. Par exemple, bah, si votre machine se met à extraire des données, est-ce que c'est normal? Oui, non. On va empêcher le chiffrement et puis on va demander à l'utilisateur, attends, est-ce que tu es en train de chiffrer des données? Oui, non. Non, tu n'es pas en train de chiffrer des données, donc c'est pas un comportement normal, donc je suis le processus et puis voilà. Parce qu'on a le droit de chiffrer des données. Hein. Si moi j'ai envie de chiffrer des données sur mon PC, bah, je vais chiffrer des données et l'intelligence va me dire, hey, est-ce que c'est bien toi qui chiffres des données? Est-ce que tu sais ce que tu fais? Voilà, donc ces types de matériel, firewall, matériel logiciel d'ailleurs, firewall, anti-malware, antivirus, on se base sur les CVE dont j'ai parlé tout à l'heure pour mettre à jour leur base contextuelle et mettre à jour, enfin, dépendre le PC ou le périphérique et l'utilisateur. Euh, c'est très important, ça c'est le source, la CNIL, hein, la CNIL que vous connaissez tous. Si vous faites l'objet d'une violation de données, il faut le déclarer. C'est-à-dire que vous avez été cryptoloqué, vous avez un doute sur l'intégrité de vos données et voir la disponibilité sur Internet. Donc, il faut le signaler à la CNIL. Le chef d'entreprise est responsable s'il ne, enfin, s'il, euh, s'il ne diffuse pas la CNIL, il est responsable. Donc, il y a un texte juste après qu'on va voir. Mais tout ça, c'est lié au RGPD. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, la protection des données personnelles, hein, il faut prévenir la CNIL et il faut prévenir quelquefois le salarié euh, si l'incident constitue un risque élevé pour la vie privée des personnes concernées. Si vous avez un doute, il faut contacter la CNIL. Il y a un site, sur le site de la CNIL.fr,
il y a ce qu'il faut pour déclarer la fuite de données très très simplement. Et puis il peut y avoir une enquête, mais au moins vous avez déclaré la fuite potentielle de données, même si vous avez un doute, il faut le faire dans les 72 heures. Un organisme qui est important, qui est l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui a été créé en 2009 à l'ANSSI, voilà, c'est un site gouvernemental rattaché au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. D'accord. La CNIL, enfin, pardon, pas la CNIL, l'ANSSI peut intervenir sur tout le territoire français. Et les dernières statistiques, en 2020, donc c'est 800 agents pour un budget de 200 millions d'euros. Donc il y a un peu de moyens. Et la CNIL a sort beaucoup de littérature qui sont plus ou moins techniques. Et je voulais vous parler d'une littérature que tout le monde devrait avoir au moins une fois dans son entreprise, au moins les personnes qui sont responsables du système d'information. C'est le guide d'hygiène informatique, qui n'est pas technique. Le guide d'hygiène informatique, ça a été paru en 2013. Il y a une première version, puis une deuxième version euh, euh, qui, euh, euh, qui, dans un certain nombre de chapitres, donc 10 chapitres, 42 règles, une page par règle, donc voilà, ça fait un peu plus de 50 pages, euh, sur comment protéger son système d'information. Ça passe par 10 chapitres, sensibiliser, former, connaître le système d'information, authentifier et contrôler les accès, sécuriser les postes de travail, sécuriser le réseau, sécuriser l'administration du réseau, gérer le nomadisme. Le nomadisme, effectivement, c'est de plus en plus courant avec la pandémie, le télétravail c'est considérablement accru. Et effectivement, il faut pouvoir gérer le nomadisme d'une manière correcte, c'est-à-dire que pas, pas ça passe pas sur la sécurité. Maintenir le système d'information à jour, j'en ai parlé un petit peu, superviser, auditer et réagir, et il y a un chapitre pour aller plus loin. Effectivement, bah, on va retrouver le triangle de la sécurité là-dedans. Toujours, je gère le nomadisme, je laisse pas mon système ouvert à tout vent. D'accord. Je gère le nomadisme, donc je vais gérer l'authentification des utilisateurs sur mon réseau interne. On voit encore trop de réseaux dans l'urgence, ont été ouverts sur Internet pour que les gens à distance de chez eux puissent se connecter. Pas vraiment authentification forte. C'est pas bien. C'est pas bien parce que ça pose de gros problèmes. Le sensibiliser formé, c'est le premier chapitre et c'est à mon avis le plus important de chapitre. Il n'y a pas que les défenses techniques, hein, j'en ai parlé au départ, il y a aussi les défenses l'utilisateur est un maillon important de la chaîne de défense du système d'information. Il doit être partie prenante. Euh, Samuel en a parlé tout à l'heure dans sa présentation, le site cybermalveillance.gouv.fr qui a été mis à jour récemment. Donc, cybermalveillance.gouv.fr, ça a été lancé par notre président de la République en février 2021. Et le but de ça, c'est de labelliser un certain nombre d'intervenants sur le maillage national des PME comme nous qui pouvons aider les PME qui n'ont pas forcément de compétences, dont c'est pas le métier en tout cas, et il faut mieux se concentrer sur son métier hein, de toute façon pour la cybersécurité. Et donc l'idée c'est d'avoir un maillage national et que les entreprises, s'ils sont victimes d'un acte de cybermalveillance ou qui veulent sécuriser un système d'information, peuvent s'appuyer sur des professionnels labellisés. On a été labellisé aujourd'hui, enfin, dans les 50 premiers en février 2021. Aujourd'hui, il y a 130 labellisés en France. Donc ça commence à prendre son essor. Et il y a d'ailleurs des campagnes de communication qui vont être faites par le gouvernement au mois de novembre, pardon. Donc avec pour promouvoir ce label et le label Expert Cyber dont nous avons, où on a dû être validé par un certain nombre de répondre à un certain nombre de questionnaires techniques et organisationnels pour pouvoir répondre à nos clients et à ceux qui nous interrogent, enfin, les personnes qui ont besoin de sécuriser leur système d'information. Et dernière slide avant de passer aux questions et réponses.
Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez peut-être pas, mais il y a des aides de la région dans les Hauts-de-France. Hauts-de-France, je mets le site web, mais vous pouvez avoir une aide de la région pour sécuriser votre système d'information, voire le faire auditer, voire faire ce qu'on appelle des pen tests, des choses comme ça avec des gens labellisés comme nous, pour pouvoir dire, bah voilà, ça va pas, voilà ce qu'on peut améliorer, enfin voilà. Et puis vous faire aider financièrement là-dessus. C'est-à-dire que c'est vraiment une aide, vous n'avez pas l'argent avancé. Alors il y a une partie qui prend en charge, 3% n'est pas pris en charge, et c'est autour de 5 000 euros, donc c'est pas négligeable. Et toutes les PME de la région ont droit, tant qu'ils ne font pas partie d'un groupe et que bon, il y a deux, trois critères, mais qui sont assez light. On arrive à la fin de cette présentation. On regarde 10 minutes pour les questions-réponses. Je vais donc voir pour déverrouiller vos micros ou pour utiliser la zone de chat. Hein, vous pouvez utiliser la zone de chat si vous avez des questions et je me ferai un plaisir d'y répondre dans la mesure de mes compétences, bien évidemment. Hop, je déverrouille les micros tout de suite. Et vous pouvez utiliser la zone de chat. N'hésitez pas. On est là pour ça. Alors, pardon, je vais pas déverrouiller vos micros tout de suite. Je vais les déverrouiller à votre demande. Si vous voulez, plutôt que j'utilise la zone de chat, euh, parlez directement. Les questions? Merci Sandra. Il n'y a pas de questions? Bon, bah, dis donc, c'est clair. Vous êtes tous endormis, non? Je ne sais pas. On va laisser. Ah, voilà, une question arrive. Est-ce que je peux vous envoyer le support de cette présentation? Oui, bien sûr. Oui, elle sera diffusée, hein, les supports vont être diffusés en version PDF. Bien sûr, oui. Je vous invite vraiment à voir enfin, si vous ne le connaissez pas, en tout cas, si vous ne l'avez jamais jeté un œil, c'est vraiment le guide d'hygiène dentaire, qui n'est pas technique du tout, hein. Et plus organisationnel. Et après, quand les parties techniques, effectivement, le comité est là pour y répondre. Mais vraiment, c'est vraiment le fer de lance. Pas de questions. Je vais garder quand même ah, oui. Oui, merci. Merci, monsieur Hilde. Donc, effectivement, le guide d'hygiène informatique, vous avez mis les liens sur le site.
Ah, effectivement, une question de Monsieur Doualas. J'ai une question peut-être un peu transverse. Les tendances récentes vers le tout SaaS, typiquement les évolutions de serveurs de fichiers, SharePoint 365, ont-elles tendance à protéger les entreprises ou pas forcément? Question très très intéressante. Euh, Question très très intéressante. Alors, effectivement, on voit des offres tout SaaS, le SharePoint, les choses comme ça. C'est où on met nos données dans le cloud. Il n'en empêche pas moins que même si les données sont dans le cloud, euh, vous en êtes responsable. C'est-à-dire que si vous mettez des données dans le cloud sur des données confidentielles et qu'elles sont interceptées, détournées, mises à disposition sur le dark web, des choses comme ça, vous en êtes responsable. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous passez par un prestataire qui va vous héberger vos données, que vous n'êtes pas responsable de ce prestataire. Donc, moi, j'aurais tendance à dire quand même que c'est bien, c'est très pratique, hein, les outils de. Je suis pas contre. C'est moi qui l'ai présenté un Microsoft 365 sur le dernier épisode, mais c'est un sujet de fond, effectivement. J'aurais tendance à dire qu'il faut pas mettre dessus des informations hautement confidentielles. Il vaut mieux les garder à l'intérieur de l'entreprise, dans quelque chose où on est sûr que ça soit sécurisé, ou en tout cas on en contrôle les accès très très finement. Euh, Microsoft 365 et d'autres, hein, d'ailleurs, Google se font régulièrement épingler, hein, euh, puisqu'il y a des fuites d'informations. Donc, oui. Donc, c'est une solution, mais c'est pas une solution ultime. Ça protège pas forcément les entreprises, ça, ça transfère vers quelque chose d'autre qui va être peut-être protégé par des professionnels et dont c'est le métier, mais n'empêche que c'est exactement pareil, hein, c'est-à-dire que vous mettez vos documents sur Microsoft 365, ils sont en target permanente, hein, Microsoft 365, de pirates divers et variés qui vont les craquer. Voilà. Donc, c'est pas forcément une solution. Avez-vous d'autres liens ou livres à conseiller sur le sujet? Oh là là, il y a plein de lectures. Mais effectivement, les lectures de l'ANSI, c'est vraiment bien fait. Je suis je suis assez fan. Euh, Vraiment, vous trouvez, enfin, si vous utilisez déjà les informations de l'ANSI, vous allez déjà faire un grand pas vers la cybersécurité. Après, il y a des documentations techniques. Oui, bien sûr, j'en ai. Mais est-ce que c'est ce qui vous intéresse? Voilà. Mais vraiment des documents très, très spécialisés. Sinon, il y a là. Concernant la gestion des mots de passe, en tout pour fonctionnement d'entreprise, qui passe est une bonne solution. Alors oui, qui passe est une bonne solution dès l'instant où il est patché. C'est-à-dire que qui passe, pardon, il y a eu des CVE qui ont été publiés sur KeePass, donc des vulnérabilités qui ont été corrigées, et donc qui passe, eh ben, il faut le patcher aussi. Donc oui, c'est une très bonne solution. Il y en a plein, hein, des solutions de gestion de mots de passe, mais KeePass fait partie des top 10 en fait, on va dire. Mais elles sont aussi attaquées et vulnérables dans certains cas. Dans certains cas. Qui passe, donc, euh, voilà, et puis après, il y a des outils un peu différents d'entreprise. L'idée, c'est pas enfin, c'est toujours pareil. Il y a beaucoup de choses qui se font sur Internet pour gérer les mots de passe, où en fait, c'est accessible partout, donc c'est un mode cloud. J'aurais tendance, moi, à pas faire confiance au mode cloud pour gérer mes mots de passe. Voilà, c'est ma vision personnelle. Je préfère gérer mes mots de passe d'une manière locale et intégrée et protégée par moi-même. Mais c'est un peu paranoïaque, hein, je ne sais pas, mais il faut être un peu paranoïaque dans le domaine de la cybersécurité. Voilà. Sandra est en train d'écrire quelque chose. Je pense que les autres saisons vont commencer. Je reste bien sûr disponible par mail. Mon adresse email, c'est christophe.perus@extremeit.fr.
Si vous avez des questions ou même des interrogations ou des connaissances par téléphone, ce sera bien sûr avec plaisir. Je vous laisse rejoindre vos autres salles. Merci beaucoup. Euh, hop, je publie le dernier message. Merci beaucoup et à bientôt.